ברחובנו עצר גר נגר אחד מוזר, הוא יושב בצריפו ולא עושה דבר, איש אינו בא לקנות, ואין איש מבקר, ושנתיים שהוא כבר אינו מנגר. On a le plaisir maintenant d'écouter le Rav Claude Spingard. Voilà. Merci si tu veux ouvrir ton micro. En tout cas, ça faisait quelque temps déjà que nous n'avions pas eu l'occasion de t'écouter pour un shiur. Et donc, on comprend que tout d'abord, nous avons une pensée pour le grand rabbin qui ne peut pas être avec nous ce soir. Et par ailleurs, nous allons écouter de ta bouche, en fait, un enseignement sur les Sheva Mitzvot, les Sheva Aminim, cette espèce spécifique à cette fruit d'Israël. Alors, c'est avec plaisir que nous t'écoutons. Tout à fait. D'abord, je te remercie pour ton invitation et j'excuse effectivement le grand rabbin. Voilà, je souhaite un grand Mazal Tov au professeur Afilalo. On a toujours beaucoup de plaisir à l'entendre et c'est toujours difficile de vous succéder, toujours. Voilà. Et une petite pointe pour Rabbi Saadia, puisque quand il parlait des 4 coupes de vin, alors pour un puritain comme moi qui vient d'Alsace, qui suis habitué à un Gewürztraminer ou à un König, de mélanger du rouge et du noir ou du blanc, catastrophe. Voilà. Je voulais aussi dire que dans ce télérama de visages, il y a tellement de visages qui sont sympathiques, qu'on a plaisir à voir. Ariel Laloum, ça fait des années et des années, voilà, qu'on était ensemble à Nice. André de Nancy, les Schwab, le grand Rabbin Schwab. Je vois Ariel Porat, donc le fils du rabbin Raymond Furt. Bon, ce sont beaucoup de visages et que chacun arrive à donner toutes ces pérottes. Tu peux rajouter tu peux rajouter dans cette liste parce que je vois là devant moi l'ancien Chazan de Nancy, André Stora, donc qui on souhaite aussi la bienvenue. C'était André, voilà. Voilà, exactement. Grosses, voilà, qui nous sont si chers, qui nous ont marqués. Voilà. J'aimerais te faire une petite pointe aussi, Saadia, parce que en essayant de réfléchir cet après-midi, lorsque j'ai été contacté par le grand rabbin pour essayer de le remplacer, je me suis rappelé d'une de mes questions, puisqu'on a un maître commun, le grand rabbin Shoshana. Comme toi, tu t'occupes de Constantinois dans ta choule, eh bien, on a ce maître commun. Et je me souviens, puisqu'on lui doit tant, qu'à un certain moment, quand il a songé à sa retraite, comment est-ce qu'un grand rabbin Shoshana peut prendre sa retraite? Eh bien, je lui ai demandé, qu'est-ce que vous allez avoir comme projet lorsque vous partirez en Eretz Israël? Et il m'a répondu en nous disant, le premier projet, c'est de planter donc une figue et une vigne. Sur mon balcon, je veux avoir une branche de raisin et je veux avoir un figuier. Premier projet. Et en rappelant son souvenir, eh bien, j'ai voulu me réitérer à ces prophéties-là. Et j'ai le texte devant les yeux, la prophétie de Micha, d'où justement son symbole est tiré, puisque le verset nous dira V'yashvu ish tachat gafno v'tachat enato. Donc chacun sera à l'ombre de son geffen, de sa vigne, de son figuier, ve'en macharid, et personne ne les terrorisera. Qui pi Hashem tzvaot diber, ça c'est la parole d'Hachem. Et nous avons quasiment le même texte dans Mlachim. Dans Mlachim, qui souligne donc la richesse de la période de Salomon, du roi Salomon, Vayeshev Yehuda v'Yisraël avetar, et Yehuda et Israël étaient en confiance, Ish tachat gafno v'tachat enato, midan ve'ed Beersheva, donc d'une extrémité du pays à l'autre, Kol Yemei Shlomo, durant toute l'existence de Shlomo. J'ai un de mes amis qui m'a fait remarquer que nous trouvons exactement cette même référence dans les derniers versets de Vzot HaBracha, qui conclut la Torah. Alors, dans ce passage qui est très connu, et souvent, en tout cas dans ma synagogue,
lorsqu'il y avait des enfants à partir de 8-9 ans qui venaient au Sefer Torah, eh bien, chacun d'entre eux préparait ce petit passage Meona, Eloé Kedem. Et donc, dans ce passage de Meona, Eloé Kedem, qu'est-ce qu'on dit? C'est la demeure de Dieu qui est antique. En dessous, il y a les puissants du monde. Lui, Hachem, écarte l'ennemi. Il décrète la ruine de l'ennemi. Israël, Betar Badad. Vaishkon Israël, Betar Badad. Et Israël sera en sécurité. Dans la confiance, personne ne le dérangera. Lorsque vous regardez Rashi sur ce verset-là, Betar Badad, eh bien, le Rashi est surprenant parce qu'il ajoute à nos psukim un mot. Kol yachid v'yachid, ish tachat gafno v'tachat enato. Chaque individu, eh bien, il siégera, il se reposera sous sa vigne, sous son figuier, mefozarim. Chacun sera dispersé dans le pays, et on n'a pas besoin de se mettre ensemble devant la peur de l'ennemi. Chacun sera totalement en confiance et il ne sera pas obligé de se réunir, de retrouver son voisin pour essayer de vaincre l'ennemi. C'est ce qu'ajoute donc dans les derniers versets Rashi. C'est la raison pour laquelle j'aimerais rebondir. Qu'est-ce qu'ils sont forts, hein? Voilà. Kol yachid v'yachid ish tachat gafno v'tachat enato mefozarin ve'en tzorichin leitasev ve'lishev yachad mipnei ha'oyev. C'est-à-dire que ici, d'après ce Rashi, lorsque je recherche la présence d'autrui, c'est par plaisir et non pas par nécessité. Voilà le Meona Eloé Kedem. Et ça me permet de rebondir sur un passage, une lecture que j'ai lue une fois dans un livre de Rav Shlomo Aviner. Rav Aviner avait écrit un livre lorsqu'il était dans les Milouim. Et donc, pendant ces Milouim, j'ai ce livre dans la bibliothèque, il échangeait avec son épouse. Et quand il échangeait avec son épouse, dans son introduction, il disait qu'il avait peu de sfarim, il avait peu de livres à côté de lui, et il amenait toujours le livre du Torah Tmima. Et donc, l'échange, ce n'était pas simplement un échange anodine, mais il aimait proposer à la réflexion de son épouse un passage particulier. Et là-dessus, il parlera du fameux passage de Ekev, lorsqu'on parle de la louange d'Eretz Israël. Et le verset nous dira la chose suivante, Ki Adonai Elohecha meviacha el Eretz tova, Eretz nachale mayim ayanot utohomot yotzim babika uba'ach. C'est-à-dire que Hachem va nous faire pénétrer dans un bon pays, un pays où il y a des torrents d'eau, des sources, des nappes souterraines qui jaillissent dans la plaine et dans la montagne. Et le verset se poursuit, Eretz chita useora vegefen utoen averimon, Eretz zet shemen udvash. Un pays de blé et d'orge, vegefen et toina, donc on trouve nos deux arbres, la vigne et le figuier, verimon, la grenade, césure, Eretz zet shemen udvash, un pays à huile et de miel. Et Rav Aviner d'abord nous dit que nos poskim, nos décisionnaires ont dit que c'est exclusivement sur ces 7 fruits, ces 7 productions qu'on amène les bikurim. Si par exemple j'ai des mirabelles dans mon jardin, reparlons de l'Alsace, eh bien je n'amènerai pas des bikurim, ni des fraises, ni des mirabelles. J'amènerai les bikurim, les prémices, exclusivement de ces 7 produits. Ces 7 produits marquent chacun une caractéristique. 7 éléments,
chiffre naturellement symbolique de la création. Les deux premiers, Rita ou Seora, le blé et l'orge. Alors naturellement, comme chacun sait, dans notre tradition, l'orge et le blé symbolisent nos deux fêtes, la fête de Pessah et la fête de Shavuot. Puisqu'à Pessah, on offrira les premiers épis d'orge et à Shavuot, les premiers épis de blé. Avant cela, on n'a pas le droit d'en consommer, ni pour nous, ni pour nos bêtes. Pessah et Shavuot, naturellement, qui célèbrent d'abord notre liberté physique, à travers Pessah, et Shavuot, l'aspiration à la liberté spirituelle. Deux éléments suivants, Geffen ou Teena, la vigne et le figuier. La vigne, c'est le symbole de la collectivité, puisque normalement, lorsque je bois, c'est lorsque je suis en groupe. La figue, contrairement au symbole de la vigne, la figue a quelque chose de tout à fait spécial. C'est que son produit ne pousse pas, n'arrive pas à maturité en même temps. Lorsque j'ai la récolte de n'importe quoi, de pommes, eh bien, en quelques jours, je ramasse les pommes. Pour le figuier, ce n'est pas le cas. Chaque figue a son propre temps de macération, de maturité. Et donc, nous voyons combien notre réflexion se poursuit. Le blé, l'orge, donc le symbole d'une céréale pour l'animal, pour l'homme. Ensuite, nous avons Geffen, c'est le regard vis-à-vis de la collectivité, puisque je bois un Shabbat, un Yom Tov, ou lorsque j'ai plaisir à retrouver les miens. Le figuier, chaque élément, chaque aliment a son temps de maturité. Rimon, la grenade. La grenade donc que l'on consomme à Rosh Hashanah, c'est à nouveau le symbole de la collectivité, mais se rendre compte que chaque grain est protégé par de multiples alvéoles. Donc, quelque part, c'est la collectivité qui sera responsable de l'individu. Zet Shemen, c'est l'huile. Donc, le fruit de l'olive, l'olive qui doit être concassée pour donner de sa lumière. Quelquefois, dans la vie, eh bien, chacun d'entre nous peut être touché par des moments difficiles et il faut être capable de dépasser ces difficultés pour être capable de faire émaner sa propre lumière. Et enfin, le miel. Le miel que l'on consommera aussi à Rosh Hashanah. Et il est à remarquer que si le miel, qui est un élément sucré naturellement, eh bien, c'est le dernier élément du cycle. Le cycle qui commençait par le blé et l'orge et qui s'achèvera par le miel, comme si quelque part, pour arriver au miel, qui marque aussi le symbole d'un nouveau cycle, eh bien, il faut passer par les différentes étapes. L'étape où il y a le regard face à une liberté physique, une liberté spirituelle, regard vis-à-vis de la collectivité, être capable de prendre conscience que chacun a son temps de maturité, être capable de dépasser les difficultés de l'existence et enfin consommer le miel, Bete Avon à chacun d'entre vous. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces magnifiques divrei Torah que nous avons pu entendre. Je retiendrai l'idée, c'est qu'on recherche Akadosh Baruch Hu dans le plaisir, que ce soit dans la simcha. Et c'est ce que je souhaite aux uns et aux autres. Lorsque nous voyons cette image avec l'ensemble des participants, c'était un grand plaisir de voir que les uns et les autres, nous sommes ensemble réunis, bien malgré les distances, nous sommes réunis à un moment donné pour participer, pour écouter un shiur. Alors, c'est un grand merci à vous tous, un grand merci au Rav Claude Spingard qui nous a aidé à mieux comprendre la fête des
de tout Bishvat qui se présente à nous d'ici une semaine et au plaisir de se retrouver, Be'ezrat Hashem. Johan? Merci beaucoup. Rav Saadia, on aurait dû appeler ça différemment cette soirée. On aurait dû appeler ça « Les Alsaciens vous invitent au réveil de la nature ». Parce que je ne sais pas si tu as fait attention, mais on passe d'un Alsacien à l'autre. On a entendu le Rav Claude Spingar. On va entendre dans quelques secondes Ariel Porat, qui est originaire de Strasbourg. On aura le docteur Gros, je n'ai pas besoin de raconter qu'il est de là-bas. Et on finira avec le Rav Fison, qui est également originaire de Metz. Alors, Baruch Hashem, c'est le cas de le dire, l'Alsace a fait germer, a fait pousser des grands talmudiers chachamim. On est très contents. Alors, on va maintenant passer à Ariel Porat. Ariel, est-ce que tu nous entends? Vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, bonsoir Ariel. Alors, vous êtes agriculteur depuis plus de 40 ans. Vous habitez dans le nord du Negev. Comme j'ai dit, vous êtes originaire de Strasbourg. Vous êtes passé en Israël. Vous étiez pendant plusieurs années dans le Gush Katif. Et vous avez donné justement une approche au niveau de l'agriculture, se relier véritablement à la terre. Qu'est-ce qui se passe à l'époque de Tou Bishvat dans les arbres, dans les champs? Bechavod Ariel. Voilà, alors bonsoir. Quand le Rav Saadia m'a téléphoné, je ne savais vraiment pas quelle était cette équipe, quel était ce groupe. Mais voilà, j'ai le plaisir vraiment de voir beaucoup de visages. Pour moi, c'est il y a très longtemps. J'ai passé ma jeunesse à Strasbourg, j'ai étudié à l'école à Kibar. Excusez-moi, 2 minutes. Je vous arrête. Ariel, excusez-moi. Est-ce que vous êtes connecté 2 fois? Parce que on vous entend. Je pense que je suis connecté qu'une fois. Bon, essayez de parler bien dans le micro. Voilà, exactement. Voilà, est-ce que c'est mieux comme ça? Oui. D'accord. Bon. Donc, bonsoir à tout le monde. Alors, je ne suis pas vraiment un orateur, mais je suis agriculteur. Ça fait bientôt ça fera 40 ans. Et le réveil de la nature, c'est quelque chose que l'on vit tous les jours. Aujourd'hui, je suis pépiniériste, c'est-à-dire que je sème des plants pour d'autres agriculteurs qui vont le repiquer dans leur champ. Donc, je sème beaucoup. Il y a une Gemara dans la Sechet Shabbat qui dit que Emunah Zesel Ozraim. Et Resh Lakish, il explique que Ma'amin B'chaye Olamim Bezorea. Le fait de semer une plante et le renouvellement de chaque plante, c'est quelque chose d'un petit peu infini. On est connecté avec la création du monde où les plantes ont été créées. Et en fait, on reproduit, aujourd'hui c'est mon travail, c'est de reproduire végétativement une plante et on est connecté et à l'infini d'un côté et à la Briata Olam. Alors, ce qui se passe dans la nature, c'est qu'à cette époque de Tou Bishvat, les journées se rallongent et les plantes réagissent beaucoup à la lumière. Donc, c'est parce que la journée s'allonge. Et à ce moment-là, toute la nature se réveille. C'est-à-dire que la nature a été arrosée, elle se réveille. On a passé des journées qui se raccourcissaient, ils ont perdu leurs feuilles, et maintenant la nature se réveille et tout va se réveiller et va se concentrer, même dans les légumes qui vont pousser, et vont être prêts à peu près à l'époque de Pessah pour les fêtes. Mais quand on a parlé du renouveau de la nature, moi, j'ai pensé à autre chose. En fait, il y a une Gemara dans Sanhedrin qui dit Amar Rabbi Abba, une prophétie d'Yecheskel, Vatem Arei Israël, Anafechem Titnu ou Prichem Tis'u, les Amé Israël qui karvu lavo. C'est-à-dire qu'après 2000 ans de retour en Israël, le pays d'Israël, la terre d'Israël qui était désertique pendant ces 2000 ans, va avoir un renouveau. On a un problème technique. Monsieur Porat, vous nous entendez? Ariel? De fleurs, alors que quand je parle aux agriculteurs, ils disent que les conseillers qui venaient des États-Unis à l'époque de la création de l'État d'Israël, ils ont dit qu'il n'y avait absolument aucune chance que les choses poussent. Voilà. Alors, je suis allé m'installer au Gush Katif en 1984
et nous sommes arrivés dans un endroit qui était aussi complètement désertique, avec des dunes de sable, sans route, sans arbres, sans nature, sans rien. Et on a planté et la terre nous a été très favorable. En 2005, lorsque nous avons dû partir du Gush Katif, on a laissé un paradis verdoyant absolument magnifique. C'est-à-dire que la réalisation a été telle que la terre a donné au peuple d'Israël, et c'était un endroit vraiment magnifique. Et malheureusement, on a dû quitter, et aujourd'hui, c'est devenu des dunes de sable. Et c'est quelque chose qui est absolument incroyable, c'est que la terre, quand Am Israël vient et la travaille, elle donne une bénédiction, une bracha absolument extraordinaire. Alors après mon passage au Gush Katif, je me dis, on va quand même vérifier cette prophétie d'Yecheskel, c'est quand même dommage, et je suis allé planter des vignes du côté des Mitzpéramot. Et avec mon fils, on est allé, on a planté des vignes tout de suite après l'expulsion, c'était en 2006-2007. Et toute cette région est devenue une région absolument magnifique, c'est désertique, il n'y avait pas un seul arbre. Et toute cette région est devenue verdoyante. Si vous vous promenez aujourd'hui dans la région de Mitzpéramot, vous allez voir des centaines et des centaines de dunams de vignes. Et ça fait déjà suffisamment d'années, on a récolté, on a vendu le raisin, on fait du vin aussi, qui sont absolument magnifiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un lien entre Am Israël et cette terre qui décide de nous donner la bracha. Alors, on a cité que Adam ou Etz Hasadeh, mais la nature, on a vu dans Parashat Shemot un passage qui disait V'te'asher ya'anu oto ken yirbe v'chen yifrotz. Am Israël, quand on l'oppresse, il va se développer et il va se. Alors c'est pareil avec la nature, parce que si vous prenez un arbre et vous lui coupez toutes ses branches, il va ressortir depuis en bas, il va complètement refleurir ou il frotte. Un arbuste qui est mal irrigué, eh bien, il va faire des fleurs pour sortir des graines pour pouvoir se renouveler par la suite. Et on dit aussi qu'une ville qui souffre fera du bon vin. Alors, la nature en Israël, elle est un peu comme le Ham Israël, et elle se développe. Alors, les autres problèmes aussi qu'on a en Israël, alors je vais vous parler aussi par la suite comment est-ce qu'on va s'occuper de la Shemitah en tant qu'agriculteur, quelles sont les options. Le problème de l'eau en Israël, alors on a un pays où l'équilibre hydrométrique est juste, c'est-à-dire qu'en fait, comme c'est écrit dans les schémas, והיה איש שמוע תשמעו מצוותיי, כן, ונתתי את ארצכם בעיתו, יראו מלכו ועשתה בגנתיו תרשע ויצרך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, on reçoit, moi je dis toujours qu'un agriculteur il reçoit sa parnassa directement d'Akadosh Baruch Hu, et c'est clair que la bénédiction de la terre, elle est en rapport, il faut qu'on prie pour avoir la pluie en Israël, parce qu'on n'est pas, c'est pas comme en Europe où il y a énormément d'eau, ou bien dans les déserts où il n'y a pas du tout d'eau. Ici, on dépend d'une bracha d'Akadosh Baruch Hu. Ce problème aujourd'hui, il existe de moins en moins, à part pour les cultures comme le blé qui ne sont pas irriguées. Mais aujourd'hui, après pas mal d'années, on est arrivé à résoudre le problème du manque d'eau. Et pour les agriculteurs, l'eau ne manque pas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a le système de désalisation de l'eau qui résout un grand problème. On a appris à gérer les pluies et on fait des réserves d'eau et évidemment le traitement des eaux usées, ce qui fait qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, on a aussi un certain équilibre pour les cultures de l'eau. Alors, maintenant, cette année, c'est une année de Shemitah. Donc, un agriculteur, il va avoir décidé comment est-ce qu'il va gérer sa production. Alors, il y a la Shemitah, pour moi, il y a d'un côté le regard du consommateur, mais aussi le regard du producteur, de l'agriculteur. Et c'est une vision différente entre le consommateur et l'agriculteur. Et il est vrai qu'aujourd'hui, il faut résoudre aussi le problème d'alimenter le peuple en Israël, la population en Israël. Il faut résoudre le problème aussi que si on abandonne une grande partie des terrains, ils vont être pris ils vont se dégrader. Un agriculteur qui abandonne un marché après la Shemitah,
beaucoup de problèmes pour rattraper ce marché. Alors, ils ont beaucoup de dilemmes. Alors, quelles sont les solutions? Il y a plusieurs solutions. Il y a une solution qui est proposée par l'État qui s'appelle Heter Mechira et qui fait que cette année, cette Shemitah, moi, ça fait déjà la 4e Shemitah que je suis en Israël. Et cette année, j'ai vu que la Rabbanout a particulièrement bien travaillé pour faire des contrats avec des points GPS de chaque terrain, etc. Et la plupart des agriculteurs ont fait Heter Mechira. Maintenant, il y a d'autres solutions. Et une solution que moi, j'ai prise pour ma pépinière, c'est de faire des cultures hors sol. C'est-à-dire que tout ce que je produis aujourd'hui est au-dessus du sol avec une double séparation. Et c'est dans des pots ou dans des bacs ou dans des plateaux. Et donc, dans une serre qui a aussi un toit. Donc, la loi de la Shemitah ne s'applique pas parce que c'est Matzah Menutak. C'est-à-dire, on a le droit évidemment d'entretenir une plante qui est dans un pot à la maison. On a le droit de l'entretenir. Alors, c'est le même principe. Le deuxième principe aussi on est arrivé à organiser pas mal d'agriculteurs dans ce domaine, c'est Otsar Beddi. C'est-à-dire que, bon, quand Yahushua il a conquis la terre d'Israël, après la sortie d'Égypte, ce qui a été conquis a été sanctifié. Et dans ces endroits-là, c'est des endroits où la Shemitah est exigée. À l'époque, chaque famille avait un petit lopin de terre et pendant la Shemitah, c'était Efker. Quand moi, je voulais aller chez mon voisin pour aller manger, je prenais des fruits pour me nourrir et lui venait chez moi dans mon terrain, il prenait ce que j'avais dans mon terrain. Et c'était pendant l'année de Shemitah une manière de comprendre que la terre, en fait, elle ne nous appartenait pas entièrement, qu'elle appartenait à Kadosh Baruch Hu. Le Yovel, la terre, elle devait revenir à la distribution d'origine des tribus. Et le fait est que, bon, alors aujourd'hui, étant donné que les agriculteurs, ils font des grandes surfaces de terrain et ne peuvent pas se mélanger, je ne veux pas aller monter au Ramat Golan chercher des pommes et que les gens de Ramat Golan ne peuvent pas descendre, il y a aussi une possibilité que le Bet Din gère le terrain de l'agriculteur, ça s'appelle Otsar Bet Din, et il va donner à l'agriculteur, il va rembourser les frais, il va lui payer un salaire et le Bet Din va gérer, il va revendre les fruits sans bénéfice, uniquement en suivant et ça c'est Otsar Bet Din. Il faut comprendre aussi que ceux qui achètent des fruits d'Otsar Bet Din, il y a une certaine gdoucha, il faut considérer le fruit de manière spéciale, c'est-à-dire qu'on ne jette pas les peaux, on est obligé de le manger jusqu'à la fin. Ce qu'il en reste, on est obligé de l'emballer, de le mettre dans il faut le considérer comme quelque chose de kadosh. Alors ça, c'est encore une possibilité. Donc on a vu Heter Mechira, on a vu Matzah Menutak, on a vu la possibilité de faire Otsar Bet Din. Et il y a encore une autre possibilité. En fait, toutes les frontières d'Israël qui sont en dehors de l'époque de la conquête de Yahushua ont un autre statut. Bon, évidemment, il y a des marloquotes pour savoir quelles sont les frontières, mais en gros, si vous faites une ligne entre Ashkelon et Kadesh Barnea, tout ce qui est à l'ouest, apparemment, n'est pas obligé de respecter la Shemitah. Vous avez aussi tout le sud de la Harava, c'est-à-dire de Elat, si on remonte jusqu'à la moitié de la Harava, qui est sur là-bas, les règles de la Shemitah n'agissent pas. Donc, beaucoup de cultivateurs sont allés et travaillent dans cette région-là. Ils peuvent vendre ça, c'est les grammes, il faut que les goulottes au Mitzrayim. Aujourd'hui, c'est toutes les possibilités où évidemment il y a aussi Nofri, c'est-à-dire d'acheter un goy ou d'importer de Chutz Laaretz des légumes. Et aujourd'hui, c'est toutes les possibilités. 80% à mon avis, même plus, de l'agriculture israélienne est obligée de faire Heter Mechira. Aujourd'hui, vous ne trouverez pas dans un supermarché des fruits ou des légumes où l'agriculteur n'a pas signé un Heter Mechira. Et ceux qui veulent des choses particulières, il y a des magasins qui distribuent ça.
Et moi, en tant que producteur de plants, donc j'ai voulu avoir, je sers tout le monde, c'est-à-dire ceux qui sont intermitérants et ceux qui sont Matza Menotak, etc. Donc j'ai fait toute ma pépinière et Matza Menotak, et donc je peux livrer à toutes les à tous les agriculteurs qui veulent faire pousser. Mais de manière générale, c'est un grand problème. La Shemitah, le jour où ça sera vraiment de Horaïta, aujourd'hui, c'est seulement de Rabbanan. Ce sera de Horaïta. Il va falloir réfléchir à ça et essayer de trouver une solution, comme on a trouvé une solution pour le Rio de Ribit ou pour le Shemitah Ksafim. Voilà, alors c'est sur un pied un petit peu quelques mots sur l'agriculture en Israël. Et voilà, j'espère que tout le monde tout le monde va se renforcer, se réveiller avec ce réveil de la nature. Amen. Merci beaucoup, Ariel, pour toutes ces informations. C'est en même temps l'occasion de rendre hommage à votre papa qui était le Rav Four, Zatzal. Merci. Et c'est en même temps de dire qu'on aura le plaisir de vous réécouter sur d'autres sujets manifestement, parce que c'est sur d'autres sujets reliés avec l'agriculture. Ça sera avec beaucoup de plaisir. En fait, on voit bien l'intervention d'Akadosh Baruch Hu dans le quotidien. Des terres qui sont arides deviennent des terres florissantes dès le moment où un juif travaille cette terre-là, la terre d'Israël, hein, j'entends. Et donc, de ce fait, Kol HaKavod, de mettre en évidence les prophéties. Baruch Hashem, Toda Rabba. ברחובנו הצר גר נגר אחד מוזר, הוא יושב בצריפו ולא עושה דבר, איש אינו בא לקנות, ואין איש מבקר, ושנתיים שהוא כבר אינו מנגן.